Bienvenue sur notre émission ce soir. Vous suivez en direct la table ronde sur la protection des enfants et la prise en charge psychologique des personnes affectées et infectées par le Covid-19 en cette période de confinement. Donc sur ce plateau, nous avons à ma gauche M. Landry Boudiongo, le directeur de l'ONG Pro-RNP. Bonjour M. Boudiongo. Bonjour M. Herman. Et nous avons à ma droite Mme Sangoy, qui est médecin. Bonjour Madame Sangoy. Bonjour Monsieur Herman. Et en face de moi, de l'autre côté, nous avons Monsieur Bivouli, qui est lui psychologue. Bonjour Monsieur Bivouli. Bonjour Monsieur Herman et salutations à toutes les personnes qui vont nous suivre. Ok, donc sur quoi nous allons donner la parole à Monsieur Boudiongo, qui va un tant soit peu nous présenter l'ONG Pro. Monsieur Boudiongo, qu'est-ce que l'ONG Pro-RNP? Merci M. Herman. L'ONG Pro-RNP, c'est le programme Rien n'est perdu. Nous avons un certain nombre de missions. C'est aider la personne vulnérable en général et l'enfant en particulier. Dans nos trois axes d'intervention, à savoir l'éducation, la santé et la réinsertion sociale, nous menons un certain nombre d'activités, comme le coaching en développement personnel, les caravanes médicales, le développement des micro-projets. Donc, nous sommes situés sur le plan géographique à Libreville, précisément à la cité de la Caisse, où se trouve notre siège social. Nous avons trois antennes provinciales. D'abord à Port-Gentil, ensuite Franceville et enfin Mouila pour le moment. Nous fonctionnons avec les contributions de nos membres et l'apport de certains partenaires privés et publics, comme l'UNICEF, qui est d'ailleurs notre partenaire financier et technique pour nos actions sur la protection de l'enfant. Et c'est le cas de cette table ronde. À l'extérieur, nous avons un partenariat avec l'ONG américaine E4 qui nous aide sur un certain nombre de plans, particulièrement sur le plan de la santé, et précisément sur le PALU. Voilà un peu brièvement présenté. Bon, je pourrais ajouter, pour nous joindre, pour toute information, toute prise en charge psychosociale, nous appeler au numéro suivant 074 26 27 70 et le 062 87 33 33. Ok, M. Boudiongo, là nous avons eu droit à une présentation vraiment en long et en large de l'ONG Pro-RNP. Nous avons retenu, vous avez mis une particularité sur l'enfant. Et cette table ronde-là nous réunit pour parler un peu de la protection des enfants. Et nous voulons savoir, M. Boudiongo, comment définissez-vous la violence sur les enfants? Bon, si je m'en tiens à la définition du rapport sur les violences faites aux enfants, au Gabon, ça a été fait en 2010, commenté par l'UNICEF. La violence est définie comme tout ce qui porte atteinte physiquement ou moralement à autrui. C'est aussi l'usage de la force physique pour détruire quelqu'un ou spolier ses biens. Tout ce qui enfreint et gêne l'épanouissement physique et psychologique de l'enfant. Je vais également profiter de ce temps de parole pour définir l'enfant. Selon la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et le Code de l'enfant, est enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans. Et pour terminer, il est important de retenir que l'enfant vulnérable est celui dont la survie, le bien-être ou le développement sont compris ou menacés par un phénomène social. Ok, monsieur Boudiongo, nous vous remercions. Nous retenons de votre définition toujours de l'enfant que tous les mineurs sont les enfants. Exact. Donc de 0, si on peut parler ainsi, de 0 jusqu'à 18 ans, oui. Ce sont des enfants. Nous allons tourner du côté de notre spécialiste qui est en plateau ici, le psychologue, et c'est savoir la définition du psychologue par rapport aux violences sur les enfants. Psychologiquement parlant, comment pouvez-vous définir les violences sur les enfants? Bien, la violence sur les enfants. Alors, par rapport à la psychologie, la violence sera vue comme un acte brutal posé sur un enfant, sur toute personne ayant moins de 18 ans. Sachant que cet acte posé est une intrusion sur la construction de sa personnalité. Oui. Et donc, c'est vu comme, au niveau psychologique, comme une blessure psychologique qui va laisser des traces au cours du développement de cet enfant. Ok, merci beaucoup. Nous nous tournons à nouveau vers M. Boudiongo. Parce que nous voulons nous intéresser réellement à ce que cette ONG fait. Et nous voyons que nous sommes en période de Covid-19. Et actuellement, nous sommes réunis pour parler des violences sur l'enfant. Nous voulons savoir pourquoi en cette période de Covid-19,
vous avez choisi d'intensifier la sensibilisation sur les violences faites aux enfants en cette période de Covid-19? Bon, il faut dire que c'est pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que en ce moment, plusieurs personnes, du fait du confinement, sont à domicile. Il y a certains qui ne travaillent plus, il y a des enfants qui ne vont plus à l'école. Donc, vous savez, pour tous les jours, nous ne sommes pas régulièrement à la maison. Chacun va au travail, les enfants vont à l'école. Et on est habitué à rester dans un milieu confiné. Au bureau, par exemple. Donc, on n'est pas avec les enfants. Mais il suffit, depuis qu'on est, par exemple, là, en période de confinement, ce sont les enfants qui courent, ce sont les enfants qui sautent, ce sont les enfants qui jouent. Et nous ne sommes pas habitués, des fois, avec cette atmosphère d'avoir les enfants au quotidien, 24 heures sur 24. Donc, vous voyez, facilement, une gifle ou une injure peut passer. Oui. Et nous avons constaté qu'en ce moment, les gens sont devant la télévision. Les gens sont devant Facebook, devant YouTube. Les gens sont devant les radios. Donc, c'est facile pour eux. Il y a l'opportunité actuellement de pouvoir être connectés à une émission sur l'enfant et pouvoir les sensibiliser, leur donner un certain nombre d'informations sur la protection des enfants. Donc, la deuxième, c'est qu'avec le confinement, un rapprochement des parents et des enfants, bon, peut-être pour me répéter, avec le confinement, une cause de violence, car la même étude que j'ai déjà dans la définition, il y a eu un rapport qui a été fait en 2010. Oui. La même étude a démontré qu'une bonne partie des violences s'est faite en famille. Donc voilà pourquoi on pense qu'à ce moment, il faut intensifier, parce que les gens sont quand même posés. Les gens ne sont pas très occupés par des activités à gauche, à droite, de la production. Les gens sont concentrés à la maison. Donc ils peuvent facilement prendre des informations pour protéger les enfants, pour mettre les enfants en sécurité. Ok. Nous avons retenu de la définition de M. Bivouli qui nous parlait des actes brutals. Et dans cette atmosphère que vous êtes en train de nous montrer par rapport à cette période, nous voulons nous retourner vers lui pour dire, selon tout ce décor qui vient d'être planté, nous voulons savoir quelles sont les conséquences psychologiques de ces violences sur l'enfant. Merci. Et puis, j'aimerais aussi m'adresser aux téléspectateurs parce que c'est important d'être sensibilisé sur ces questions-là. Donc, déjà, c'est bien de savoir quel type de violence pourrait exister. Alors, selon l'OMS, on a 4 types de violences: les violences physiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques et les négligences. Mais d'autres études beaucoup plus récentes ont ajouté et transformé tout cela en termes de maltraitance. La maltraitance ici va regrouper tout ce qui est comme acte posé sur l'enfant, tout traitement hostile, toute agression, tout ce qui va aller avec les dénigrements, les mauvaises paroles, les actes méchants. En fait, aujourd'hui, les violences faites sur les enfants vont comprendre les maltraitances, les carences affectives, les négligences, parce que si un enfant n'est pas correctement encadré, lorsqu'il doit manger, il n'a pas la nourriture qu'il faut, il n'a pas l'encadrement qu'il faut, toutes ces négligences-là sont aujourd'hui incorporées dans le groupe des violences. Et donc, c'est toutes ces violences-là qui vont créer un terreau de souffrance psychologique. Alors, après avoir essayé de parler un peu de quelles sont ces violences, maintenant, des conséquences. C'est quoi les conséquences? Alors, il faut dire que les conséquences, elles sont, on va dire, multiformes. Mais les principales qu'on va essayer déjà d'identifier, c'est celles relatives on va dire, au développement de l'enfant, qui vont se manifester plus tard dans la nosographie qu'on a pu déjà identifier comme la classification internationale des maladies mentales, la CIM, des maladies plutôt la CIM-10 ou la DSM-5, c'est-à-dire la Diagnostic Statistic Mental Disorder. Donc, ces deux classifications, ces deux supports nous permettent effectivement de pouvoir les identifier. Et sur un plan pratique, comment va-t-on reconnaître ces conséquences? Justement, c'est essentiellement soit des cauchemars, soit des troubles de comportement, soit essentiellement, on va dire, des compromissions, enfin, le fait de faire faire des selles, par exemple, pendant la nuit, l'énurésie, le repli sur soi,
les difficultés à créer des liens sociaux, donc la désocialisation. Et puis, ça c'est la partie psychologique, mais il y a aussi la partie physique. Les conséquences, c'est qu'effectivement, on peut aussi avoir sur le plan physique toutes les traces de sévices corporels, toutes les cicatrices qui vont rappeler l'histoire justement de l'individu. Okay. Et à côté de tout cela, il faut noter que ces violences vont marquer vraiment profondément l'individu. C'est vrai à différents niveaux, avec des nuances diverses selon les instances de personnalité de chaque personne, mais c'est des violences qui vont marquer profondément l'individu, et c'est vraiment bien d'avoir pensé à parler de ces questions parce qu'elles sont fondamentales. Parce que ces violences, lorsqu'elles sont faites dans l'enfance, ont des répercussions chez l'adulte, et elles marquent durablement une société. Et lorsque là, des études de l'OMS faites en 2010 et une autre faite par Felitti dans le contexte anglo-saxon ont confirmé et ont mis en évidence le fait que des violences faites à un enfant entraînent justement cette société dans un cycle de violence. Et c'est bien donc que un enfant violenté pourrait aussi à son tour être un parent violent. Et ça, c'est bien pensé que l'UNICEF, en collaboration avec notre gouvernement, ait pensé à mettre aujourd'hui un système de protection de l'enfant. Ok. Bon, toutes ces choses, lorsque nous parlons de ces choses, nous parlons de psychologie, nous parlons des cauchemars, ce sont les choses apparemment enfuies, qui ne sont pas visibles. Donc nous allons tourner du côté de notre médecin qui est en plateau. Justement, attendez, pour justement parler de ceux qui ne sont pas visibles, justement, de plus en plus, le concept de victime invisible est en train de s'installer. Parce que c'est des souffrances qui passent vraiment de manière insidieuse, sans vraiment créer garde. Et donc, le plus important ici, ce sont les signes d'appel, les signes d'appel sur lesquels il faut être vigilant. Parce qu'avec le contexte anxiogène dans lequel on se trouve avec la notion de confinement, bien qu'il soit partiel et que finalement les gens se baladent un peu, il y a cette ouverture qu'avaient ces enfants violentés dans leur milieu familial, puisque dans le milieu familial, il y a une forme d'omerta, le secret familial qui est là, le contexte familial qui existe toujours. Oui. Mais ces enfants avaient l'ouverture, c'était celle de lorsqu'ils quittaient la maison pour aller à l'école, ou ils avaient la possibilité de parler à l'infirmière plutôt de l'infirmerie de l'école, ou à la condisciple, ou voilà, même si aujourd'hui il y a des réseaux sociaux, il y a les téléphones, mais le contact interhumain permettait justement certains échanges. Or, avec le contexte actuel, nous ne disons pas que le confinement n'est pas bon, mais avec le contexte actuel, ça crée des circonstances favorables à l'expression de la violence des personnes qui ont une certaine autorité, notamment les parents ou ceux qui ont en responsabilité les enfants, de l'expression de leur frustration, liée à, par exemple, à la prolongation au fait que le confinement déjà n'est pas une date de fin. Lorsque les gens ne savent pas quand est-ce que ça va finir, ainsi de suite, il y a des frustrations qui s'installent, il y a des états... et l'enfant se dit ça va encore durer. Voilà, et puis il y a des états de colère, de déni, qui font que finalement les gens se posent des questions, d'abord sur la fin de ce contexte, et le contexte favorable à ça fait que finalement, on a des enfants qui peuvent être vulnérables, qui sont exposés à la violence de leurs parents. Voilà un peu ce qu'il fallait ajouter par rapport à ce point. Donc nous voulons écouter notre médecin qui est en plateau pour déjà avoir une idée claire, médicalement parlant. Quelles sont les différentes conséquences physiques de ces violences sur l'enfant, médicalement parlant? Ok, merci beaucoup, Monsieur Arman, de me passer donc la parole. Avant que de parler de conséquences clairement physiques, juste dire que voulons remercier donc l'ONG Rien n'est perdu qui est en partenariat avec l'UNICEF, qui nous donne donc là une opportunité de discuter autour de cette thématique, qui n'est pas un nouveau concept, ce n'est pas une néologie, c'est une thématique qui existe depuis plusieurs années. Et pour preuve, en 2014 par exemple, l'UNICEF a publié un article dénommé « Caché sous nos yeux ». Et dans cet article, ils ont fait une analyse globale un peu des statistiques sur des violences infligées donc aux enfants. Et quand vous verrez ce rapport, quand vous le lirez, vous allez voir que les chiffres sont vraiment alarmants et interpellants. Vous avez près de 6 enfants sur 10 de 2 à 14 ans qui sont victimes de violences physiques. Et une autre revue également, outre que l'UNICEF, a également publié des données, mais là,
c'est encore vraiment beaucoup plus grave parce qu'ils vont au-delà de 2 ans. Donc vous avez même des enfants de 6 mois, vous avez des enfants de 12 mois ou de 24 mois qui sont victimes des disciplines en fait violentes infligées par les parents sur des enfants. Voici un peu comme ça, juste pour résumer un peu, recadrer le sujet et dire qu'il est vraiment important pour nous d'en parler. Toutes les disciplines, et je remercie vraiment donc cette table ronde avec le psychologue, monsieur le directeur de l'ONG Rien n'est perdu. Et pour en venir, pour ne pas revenir sur les définitions en termes de violence physique, juste dire que l'OMS définit la violence, donc l'Organisation mondiale de la santé, comme toute situation en fait intentionnelle. Donc c'est une situation intentionnelle qui aurait des conséquences en fait sur l'enfant, des conséquences physiques, des conséquences des dommages corporels et qui peuvent même aller plus loin au-delà des dommages corporels. On peut même avoir un décès. On peut aller jusqu'au décès, à la mort de ces derniers. Et juste en regardant les revues scientifiques pour ce qui est des enfants, des conséquences clairement dites, nous avons par exemple l'université Harvard qui a un centre de développement pour les enfants et qui est l'un des centres à avoir un tout petit peu donné des détails sur les conséquences donc, liées à l'enfant. Et à ce centre, les données qui ont été recueillies rapportent que l'architecture du cerveau de l'enfant évolue en fonction de l'âge. Et si cette architecture, quand on parle d'architecture du cerveau, en fait, vous avez là à l'intérieur les neurones, vous avez toutes les cellules qui participent au bon fonctionnement de notre cerveau et donc à donner toutes les informations à notre organisme. Et ce cerveau-là évolue en fonction de l'âge. Et vous verrez que ce qui est dit d'après cette étude, c'est que les expériences négatives ou positives ont un effet en général sur cette architecture-là, que ce soit à 2 ans, que ce soit à 2 mois. Donc pour en venir vraiment aux conséquences, juste dire aux parents que ces violences ne sont pas sans impact. Elles ont un impact sur le plan physique, elles ont un impact sur le plan psychologique, elles ont un impact, même on ira peut-être plus loin sur le plan social, sur le plan économique, mais pour cet après-midi, nous allons nous limiter essentiellement sur le plan physique, sur la santé physique donc de l'enfant et la santé psychologique. Et pour parler donc de la santé physique de l'enfant, ils ont fait justement un détail. Vous avez par exemple l'enfant avant 3 ans. Avant 3 ans, c'est un enfant cet enfant qui subit des violences physiques. Et en parlant de violences physiques, je voudrais vraiment que nos téléspectateurs ou alors si nous avons des personnes qui nous regardent, comprennent que quand on parle de violence, ce n'est pas le fait d'avoir par exemple une arme à feu ou une arme blanche seulement. Le fait d'utiliser les pieds, le fait d'utiliser la tête, d'utiliser les mains et de pouvoir les porter ces organes-là sur un petit enfant a des conséquences assez délétères sur son cerveau notamment. Et quand ils viennent par exemple en consultation en médecine, comment cela peut se révéler? En général, pour l'enfant par exemple, comme je vous disais, de moins de 3 ans, vous allez avoir des enfants qui vont venir pour des cris, des pleurs incessantes. Vous avez des enfants qui vont crier toute la nuit, vous avez des enfants qui seront irritables et les parents ne comprendront pas pourquoi cet enfant devient tout à coup irritable. Donc il ne veut pas manger, il ne veut pas boire, vraiment il ne veut rien faire et la science appelle ce syndrome même, a typé ce syndrome de bébé secoué ou alors syndrome de refus global, c'est-à-dire l'enfant ne veut vraiment rien faire de tout, d'où l'importance pour nous d'être vraiment formés parce que ce sont des symptômes qui ne sont pas spécifiques aux violences scolaires, aux violences faites aux enfants. Ce sont des symptômes que vous rencontrez dans toutes les maladies. Quelqu'un qui a une fièvre, qui a une autre pathologie, un enfant de moins de 2 ans peut venir et être irritable, qui ne veut pas manger. Alors comment faire la différence entre violence physique ou alors une pathologie organique? Nous avons besoin d'être formés. Juste au passage, je lance donc un appel comme ça. Les médecins ont besoin d'être formés sur ce point-là. Alors cet enfant, je disais, il est irritable. Et à ce moment, il faut que le médecin soit, en faisant son examen, en procédant à son examen clinique, sache faire la différence en fait entre l'irritabilité, c'est-à-dire un enfant qui pleurniche, qui ne veut pas manger, qui ne veut pas boire et qui a même des complications sur ce que nous appelons le pronostic vital de l'enfant.
Parce que si vous avez un enfant qui ne mange pas, qui ne boit pas, eh ben, va certainement s'en suivre le décès. Vous avez par exemple, on passe par la malnutrition peut-être le décès de l'enfant. Donc vous pouvez voir déjà là une des conséquences chez ces enfants de moins de 2 ans. Donc c'est le retard, par exemple, staturo-pondéral, un enfant qui ne croit pas bien, il ne peut pas bien croître parce que suite aux violences qui sont exercées sur ce petit enfant, il n'a pas envie de manger, il n'a pas envie de boire, donc vous pouvez avoir un retard staturo-pondéral, vous pouvez avoir une malnutrition et peut-être s'en suivre le décès. Chez les plus grands, par exemple, les filles, par exemple, elles expriment difficilement ce qu'elles ressentent. Autour de 6, 7, 8 ans, on a du mal vraiment à typer. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est qu'elles auront aussi des symptômes un peu divers, tels que des céphalées, douleurs abdominales. Et comme je vous le disais, ce n'est pas toujours facile de faire le distinguo entre des douleurs qui sont liées à une pathologie organique et des douleurs qui sont liées, par exemple, à un traumatisme, à des violences physiques. Donc, elles viennent généralement pour ça, ces jeunes filles. Les garçons, en général, eux, ils vont utiliser d'autres mécanismes. Ils vont peut-être se mettre dans des jeux un peu agressifs. Ils vont se mettre dans des situations pour, comme en fait, se libérer. Ils ne vont pas généralement l'exprimer tout de suite. Souvent, ce que la littérature décrit un peu chez les garçons. Mais les filles, quand même, vous pouvez en avoir des céphalées, de douleurs abdominales, des problèmes gastriques, l'ulcère de l'estomac, par exemple. Là, vous avez aussi des conséquences. Et chez les plus grands, par exemple, vous êtes dans les 12-13 ans, et bien, les conséquences de ces violences-là, ça peut être le fait de... vous allez voir des jeunes garçons qui vont se tourner, par exemple, sur la cigarette, vont fumer, prendre de l'alcool. Et ça, ce n'est pas sans impact, parce que vous savez que la cigarette, donc le tabagisme, c'est un facteur de risque pour ce qui est de la pathologie du cancer du poumon. Vous avez l'alcool qui est également un facteur de risque pour ce qui est du cancer du foie. Donc vous voyez que vous vous infligez une violence à l'enfant, mais les conséquences vont beaucoup plus loin. C'est un véritable coup sur le plan médical. Et ça, c'était vraiment de façon étagée. Mais sinon, globalement, vous avez des lésions traumatiques. Ils vont venir à l'hôpital pour des lésions traumatiques. Vous pouvez avoir une fracture d'un membre, vous pouvez avoir un traumatisme crânien, vous pouvez avoir vraiment toutes sortes de situations qui peuvent découler en fait de ces violences physiques donc faites à l'endroit des enfants. D'où encore nous interpellons les parents. Nous interpellons toute la population, toutes les personnes qui suivent cette vidéo. Vraiment, il nous faut éviter, il nous faut arrêter le cycle des violences physiques exercées chez les enfants parce que les conséquences sont beaucoup plus lourdes sur le plan médical. Voici un peu brièvement ce que je pouvais dire sur les conséquences chez les enfants. Okay. Au vu de toutes ces interventions, nous nous rendons compte que c'est vraiment un problème majeur parce que si nous parlons de 6 enfants sur 10, c'est déjà conséquent. Donc je me tourne vers M. Boudiongo. Vous qui certainement au quotidien travaillez auprès des familles et de ces enfants, nous avons parlé des conséquences, mais nous voulons un temps soit peu revenir sur les causes. Quelles sont les causes des violences sur les enfants? Bon, M. Herman, les causes sont multiples. Hein. Il y a déjà des causes économiques, des causes sociales, des causes politiques et d'autres causes. Mais en parlant des causes économiques, s'il vous plaît, on est amené à comprendre que plus le parent est pauvre et plus il agresse l'enfant ou bien plus il est riche, plus... C'est quoi exactement l'influence de ces causes économiques, si on parle des causes économiques? Oui, il y a par exemple il y a un phénomène qu'on n'arrive pas à cerner, par exemple dans la ville de Libreville. Mais pourtant, quand vous allez dans les rues de Libreville, vous voyez bel et bien des enfants de 15, 16 ans, même 8 ans, avec des bassines, avec des cuvettes remplies d'arachides ou de maïs. Mais ça ne dérange personne. Et pourtant, dans les traités, dans les accords internationaux et même des lois nationales, c'est interdit à un enfant de travailler avant 18 ans. Mais ça ne dérange personne. Mais c'est la violence qu'on exerce sur l'enfant. Parce que l'enfant, à cet âge, devait être soit à l'école en période scolaire, ou par exemple, cette période de confinement, à la maison avec les enfants, en train de jouer avec les enfants de son âge. Mais voilà un enfant qu'on est en train de détruire, en fait, même son être physique, son être psychologique. Ça, c'est des éléments des causes économiques. Oui. Parce que, bon, c'est l'enfant qu'on a dit quelque part, on a peut-être acheté pour dans certains milieux, qu'on amène par exemple au Gabon, ou même des petits Gabonais,
comprend parce que le parent se sent fatigué, il ne peut pas aller vendre aujourd'hui ou il ne peut pas travailler aujourd'hui. C'est l'enfant, un enfant de 7 ans, de 8 ans, qu'on va envoyer couper le bois. Donc nous comprenons que la pauvreté des parents entraîne les enfants à être maltraités. Exactement, M. Herman. Ouais, par exemple, sur le plan culturel, je suis Massango, je suis Gabonais, mais moi j'ai subi des initiations où à certains moments, quand vous faites cette initiation, déjà pour s'initier, c'est à l'âge de 15 ans, c'est à l'âge de 8 ans, 10 ans, mais c'est la bastonnade, ou m'exprime ainsi, qu'on exerce sur l'enfant au nom de l'éducation, parce qu'on veut donner à l'enfant des rudiments pour être un homme. Non, mais on dirait que c'est des choses qui se font et qui n'ont jamais eu de conséquences, puisque c'est dans nos coutumes. Ça a des conséquences forcément, parce que pour certains, la réalité c'est que quand on dit que c'est l'érudiment pour donner la possibilité à l'enfant de devenir l'homme, mais c'est faux. C'est faux, parce que tout ce qui passe par ces initiations ne réussissent pas dans la vie comme des hommes. Certains deviennent effectivement des violents, parce qu'on remarque, à l'époque où j'étais dans ces bilans, on remarque par exemple que là, à l'initiation, quelqu'un va venir frapper l'autre parce qu'il dit, à mon époque, on m'a frappé. Et vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, les gens nés dans les années 60-70, quand vous discutez avec eux, nous avons, avec l'UNICEF, nous sommes entrés à l'UNICEF dans le programme de protection de l'enfant, quand vous discutez avec les gens de cette période-là, ils vont vous dire, non, nous on a réussi parce qu'on nous a frappé. Effectivement, à l'école, à cette époque-là, la bastonnade était autorisée. Vous voyez? Voilà un peu. Et il y a aussi pendant l'ignorance. Il y a des gens qui ne savent pas, par exemple, que taper un enfant, ça a des répercussions. Oui. Moi, je ne suis pas le spécialiste. Là, il va vous dire, par exemple, à l'école, on a des collègues, par exemple, même au travail, des fois, il sait bien que le problème que vous posez, il a la réponse. Mais parce que dans son enfance, on l'a répété, tu es bête, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Ça reste dans la tête. Donc, même lui, peut-être, il a fait l'école, il connaît des choses. Il y a toujours ce truc-là, en fait. Il hésite de parler parce qu'il pense que ce qu'il va dire, c'est pas bon. Parce qu'on a répété qu'il ne peut rien produire de vous. Donc, c'est des choses, voilà un peu ce nombre de causes qu'on peut énumérer. Et il y a aussi le mépris. Parce qu'on pense que l'enfant n'a pas le droit, par exemple, de dire un mot dans telle ou telle situation. Difficile dans certaines familles de voir qu'on a aussi des enfants, même pour décider du repas. C'est moi le père, c'est moi la mère, c'est nous qui devons décider du repas. Même si l'enfant dit, papa, on fait ça. Non, tu es un enfant, tu n'as rien à dire. Et chez nous, les Bantous, il y a le principe du neveu et de l'oncle. Mais vous le savez, où le neveu n'a rien à dire devant l'oncle. L'oncle, c'est l'oncle, avec tout son costume. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur ça. Nous voulons prendre un peu le revers de la médaille pour revenir sur notre psychologue qui est là, pour savoir exactement. Là, nous avons vu le cas où nous sommes dans les familles défavorisées. Mais nous ne voulons pas aussi exposer le fait que les familles aisées, il n'y a pas de violence. Est-ce qu'il y a des violences dans les familles aisées et quelles en sont les conséquences? Alors, avant de répondre à votre question, il serait bien quand même de rebondir un peu sur ce qui a été dit avant par rapport à tout ce qui peut être fait, par exemple, en milieu hospitalier. Alors, comment les cas de violence, parce qu'il faudra aussi essayer d'éclaircir un peu le point concernant la détection justement de ces violences-là. Oui, comment alors, identifier un enfant? Un enfant qui a moins de 3 ans ne sait pas s'exprimer correctement. Donc, il ne peut pas dire dans quel contexte il a été violenté. Et généralement, ces enfants, quand ils viennent en consultation, ils viennent pour un problème de trouble de comportement. Mais le vrai problème, c'est que c'est au cours de la consultation qu'on peut observer. Parce qu'on observe l'enfant, on l'écoute, mais on observe quand on peut. On peut voir sur l'enfant des sévices corporels, des hématomes, des bosses. Et c'est à ce moment, même au cours on peut demander même une radio. Et là, on peut voir des fractures. Et c'est à partir de là qu'on peut remonter sur les parents pour analyser et comprendre que finalement, l'enfant est dans un contexte violent. Oui. OK? Donc, la violence a des signes qui sont patents, mais la grosse question, c'est de pouvoir voir les signes d'appel, pouvoir la détecter et justement engager la procédure qui suit, c'est-à-dire soit pour le cas... ne pas vous interrompre, ça c'est dans le cadre des enfants qui sont violentés physiquement. Oui. Mais il y a aussi la violence verbale. Mais donc, comment identifier à l'hôpital, pour les médecins, un enfant qui est vraiment violenté? Ça va se voir dans le comportement, je parlais de tout à l'heure, avant de troubles du comportement. C'est un enfant qui va avoir une attitude de repli, une attitude de culpabilité, des silences improvisés, des actes
mal adapté. Hein. Ce sont en fait tous ces signes d'appel qu'il faut Mais pouvoir... dans notre contexte gabonais, souvent on dit que c'est un enfant réservé, il est timide. Réservé, timide, isolé. On dirait que c'est naturel. Ou bien, non. comment est-ce qu'on peut Et là, distinguer le naturel Justement, il faut interroger l'histoire de l'enfant. Généralement, c'est un enfant va vous dire, oh non, qu'elle était chez telle tante ou bien chez telle maman, il était jovial. Mais depuis qu'il est venu dans telle maison, il ne joue plus, il ne parle plus. Vous voyez? C'est des aspects comme ça. Or, la violence, elle est multiforme. Ça va des sévices corporels aux mauvaises phrases, en passant par les attitudes d'injustice, des mauvais traitements qui ne sont pas physiques, mais qui sont en rapport, qui sont de l'ordre de l'hostilité, les regards méchants, les attitudes dans lesquelles on a une carence affective. Tous ces éléments-là marquent l'enfant. Et c'est ça qui construit progressivement sa personnalité. Okay. Voilà. Et donc, pour revenir maintenant sur la question en rapport avec les foyers socio-économiquement fragiles et ceux qui sont nantis, le problème de la violence, c'est qu'on l'a dit, l'étude confirmée menée par l'OMS a confirmé la question du cycle de violence. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire la violence, qui va exercer la violence, a d'abord été elle-même violentée. Donc, quel que soit le foyer, il y a d'abord ce facteur-là qui peut disposer déjà cette personne, ce parent, à être violent. Ensuite, il y a justement le contexte socio-économique. Si on a des personnes frustrées qui ont du mal à s'assumer, évidemment, il peut arriver que ces personnes déversent leur frustration sur leurs enfants. Mais même chez les nantis, on peut avoir ce problème. Si une personne n'a pas pu se réaliser, n'a pas pu, même si elle a un contexte, elle est aisée, ainsi de suite, mais c'est quelqu'un qui a en elle des frustrations de son enfance, qui a été blessé, des problèmes de blessures narcissiques, tout ce qui est en rapport avec sa construction même, hein, nuancé selon les niveaux. Cette personne peut craquer avec une situation de décompensation. À partir du moment où le contexte arrive, il peut arriver que, pour revenir sur les cas des enfants de moins de 3 ans, ou surtout à 3 ans. À 3 ans, l'enfant passe la période du non, où l'enfant dit non à toute chose. Oui. Le parent peut voir cette attitude comme un comportement de rébellion ou de refus. Mais quelquefois, l'enfant l'exprime parce que tout simplement, il est dans cette période-là, tout simplement. C'est quasiment mécanique, ce n'est pas réfléchi. Or, l'adulte n'aura pas le recul suffisant pour constater que c'est un enfant qui dit un non presque réflexe pour comprendre et essayer d'amener l'enfant dans le sens où il veut l'emmener. Mais il peut arriver qu'un parent craque à ce moment-là parce qu'il a une journée chargée, on l'a déjà dit tellement non au travail, et qu'au moment où il arrive à la maison, l'enfant lui lance encore un non sur la figure. À ce moment, l'enfant le parent peut craquer. Okay. Donc, les moments de violence peuvent arriver à n'importe quel moment. C'est pourquoi c'est bien, et encore nous félicitons l'ONG Pro-RNP qui nous a donné cette opportunité de sensibiliser sur la violence. Donc en fait, ici, c'est de revenir aussi sur la question des facteurs, les facteurs qui peuvent amener à l'expression de la violence. Alors ces facteurs sont catégorisés. On va de l'individu à la société en passant par la famille. Quand on va au niveau de l'individu, c'est qu'il faut que l'individu, le parent lui-même, ait compris que la violence n'est pas bonne. Parce que si lui-même il a été victime de violence, il faut que lui-même soit passé par une forme de processus de résilience. Tout à l'heure, on a parlé des personnes des années 60 jusqu'à ce jour qui sont nées dans ces périodes-là, dans laquelle on prônait la correction par la chicotte. Oui. Où ils ont eu des sévices corporels, et aujourd'hui, ils ont même fait l'éloge de cette période en disant « nous, on a été chicotés, c'est pourquoi on a réussi ». En réalité, ces personnes ont eu, au cours de leur parcours, des processus de résilience. C'est-à-dire qu'au cours de leur vie, soit ils ont pu avoir la rencontre avec la parole de Dieu, qui les ont amenés à faire un travail en interne à eux, pour se demander pardon, et donc renforcer leur surmoi, de telle sorte que finalement, ils ne puissent pas laisser leur ça s'exprimer. Quand le moi est suffisamment fort, la personne ne peut pas exprimer la violence. Okay. Or, pour venir et rebondir sur l'exemple du DG de ONG Pro, qui a parlé de l'initiation et finalement des personnes qui ont été initiées, battues
au cours de l'initiation, mais qui n'ont pas pu se développer, devenir des personnes finalement, n'ont pas pu être des personnes stables, parce qu'ils sont devenus finalement des personnes violentes, mais tout simplement parce qu'au cours de leur développement, elles n'ont pas eu l'opportunité d'avoir des processus de résilience qui leur auraient donné l'opportunité de changer. Or, ces personnes, vous allez constater que tous ceux qui ont réussi sont allés à l'étranger, ils ont rencontré d'autres personnes, des personnes qui leur ont donné l'opportunité de grandir, ainsi de suite. Et ça leur a donné justement de transformer. Ils ont donc fait utiliser ce qu'on appelle dans notre domaine des mécanismes adaptatifs. Hein, c'est-à-dire, en fait, l'homme tel qu'il est construit, il a ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Et ces mécanismes de défense, du moins, peuvent être adaptatifs. Et donc, ce qu'il a pu avoir, c'est, par exemple, de sublimer ce qu'il a subi, en disant, effectivement, ça m'a donné l'opportunité de grandir, ça m'a forgé, et d'où, justement, cette logique qu'on fait derrière. À partir du moment où c'est transformé de cette façon, ça devient positif, et là, la personne fait un processus de résilience, il tourne la page et se reconstruit. Okay. Voilà, et donc, voilà un peu pour brosser un peu. C'est vrai qu'après, j'ai essayé d'aller dans l'éthiologie et puis essayer de montrer un peu comment ça pourrait arriver. Mais dans tous les cas, pour venir simplement, les facteurs d'apparition de violence sont d'abord au niveau individuel. Si la personne a été victime de violence, elle va la reproduire, sauf si elle a fait la résilience, c'est-à-dire elle a été presque libérée de ce cycle de violence, elle a pu casser le cycle de violence à son niveau. Soit au niveau familial, parce qu'au niveau familial, on a des familles presque, qu'on va dire, qui sont innées. C'est-à-dire que dans leur contexte familial, ils répètent ça. C'est comme s'ils avaient contextualisé la violence. Chez eux, on va dire, dans cette famille-là, tous là-bas sont violents. Donc, le milieu familial cultive comme un cadre de violence. OK? Et à partir de ces cadres de violence, il y a des transmissions. En guillemets, transmission, je veux dire que l'enfant est éduqué dans un contexte violent. Et finalement, il y a cette reproduction. Et il y a aussi maintenant au niveau de la société. Nos sociétés, si elles créent des précarités, à partir du moment où nos sociétés créent des précarités, elles fragilisent le milieu familial, elles fragilisent la cellule familiale, où le père n'a plus cette autorité pour pouvoir orienter. On fragilise nos principes, nos valeurs. À partir de ce moment où tout ce qui est là est fragilisé, et que finalement la violence devient le seul moyen d'expression. Parce que je vous disais que la violence, elle est multiforme. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on va laisser passer, mais qu'on ne laissait pas passer avant. Donc il y a une crise des valeurs aussi qui est là, qui fait que finalement la violence retrouve un terreau dans lequel le cycle est facilement répété. Voilà un peu aussi, voilà ce qu'il fallait un peu dire. Bon, c'est vrai que le sujet est tellement passionnant, il y a tellement à dire. Le sujet est tellement passionnant et vaste, mais cela nous ramène à nous poser des questions parce que c'est un véritable danger. Et au vu des études qui sont menées, et par l'UNICEF, et par l'OMS, et le travail des ONG, comme l'ONG Pro-RNP, nous voulons savoir tout ce que vous nous avez détaillé en termes de solutions, parce que nous osons croire que les ONG, vous travaillez à ce qu'il y ait une solution. Quelle est la procédure à suivre lorsqu'un enfant est victime, par exemple, des violences sexuelles, par exemple? Bon, nous avons le médecin sur le plateau. Non, nous parlons des procédures. Oui, bon. Parce que le médecin va consulter et tout, et si le médecin définit qu'il y a violence, maintenant nous sommes censés être protégés par l'État. Donc le travail des ONG, nous croyons que vous travaillez pour montrer à ce que l'État puisse vraiment s'occuper de ces problèmes. Mais quelle est la procédure pénale qu'on peut dire, pénale, pour que quelqu'un qui a été victime d'une violence sexuelle, un enfant, que l'on puisse vraiment obtenir une protection de cet enfant? Quelle est la procédure mise en place? Il faut déjà dire, comme je disais au départ, que c'est des 5 secteurs déjà encadrés. Oui. Il y a des textes qui sont bien définis là-dessus, il y a des institutions. La procédure à suivre, c'est lorsque le médecin a déjà certifié que l'enfant a été victime de violences, il faut directement porter plainte. Oui. Et ce soit le père ou la mère qui est l'auteur, ou bien c'est quelqu'un de la rue, il faut porter plainte. À partir de là, l'auteur va répondre de ses actes. Oui. Ensuite, il y a par exemple l'enfant qui a subi le traumatisme, qui doit avoir des soins médicaux. Bon, je ne vais pas mieux détailler ça. Oui. Et il y a aussi des psychologues qui sont là pour suivre l'enfant si l'enfant n'a pas eu des problèmes psychologiques. J'ai par exemple suivi hier sur un plateau de télévision en Europe, où une famille, c'est 2 filles, une de 12 ans, l'autre de 16 ans, dont la mère est violentée
depuis plusieurs années par son amant. Mais, ironie du sort, aucun ne peut parler de la situation. Que ce soit la mère elle-même n'a jamais parlé. Mais pendant ce confinement, c'est tellement trop que c'est la petite fille de 12 ans qui a pris son téléphone et a appelé la police. Et lorsqu'ils sont allés au service de police, elle a dit, lorsqu'elle intervenait, elle disait que j'ai subi ça, même quand je suis à l'école, j'ai toujours la pensée que quelqu'un va venir m'exercer la violence, soit par un regard ou par une injure. Donc, le service de police, il y a le tribunal qui est là aussi pour régler ce type de problème. Ok. Nous voulons revenir donc avec M. Bivouli pour savoir, en fait, lorsque une victime est déjà décédée, ça veut dire le médecin a fait son travail et que la loi nous demande que l'enfant a besoin d'une protection. Est-ce que forcément une victime, par exemple, de violences sexuelles, à ce niveau-là, la personne a besoin d'une thérapie ou bien comment est-ce qu'il faut faire pour vraiment aider cette personne à s'en sortir? Merci pour cette parole, pour cette question très intéressante. Alors, c'est bien aussi quand même d'éclairer nos téléspectateurs sur la question du circuit de personnes violentées. Généralement, les personnes sont amenées soit par un parent, une ONG, ou alors quelqu'un de proche qui a eu l'information, ou alors pour que des personnes qui ont des enfants qui sont des adolescents, qui ont la possibilité de communiquer, c'est ces enfants-là qui s'expriment elles-mêmes. Mais le point de chute de ces enfants, c'est d'abord le milieu hospitalier, où on fait des investigations, on fait une exploration, et là, à partir de ce moment, quand le médecin a validé la question de la violence sexuelle, avec un certificat médical à la clé, il y a une procédure qui est faite. Soit l'enfant est directement envoyé chez le psychologue clinicien qui va faire une évaluation psychologique, ensuite établir un projet de prise en charge, ou alors l'enfant va repartir directement, d'abord auprès des autorités agréées, c'est-à-dire habilitées pour ça, les policiers par exemple, qui vont, eux, à leur niveau, faire un procès verbal. Et ce procès verbal va être envoyé au niveau du tribunal, et ce tribunal, pas n'importe lequel, au niveau du tribunal des mineurs. Et c'est ceux-là qui prennent en charge le dossier. À partir de ce moment, on fait tout le reste des procédures. Et ensuite, il y a une ordonnance qui est envoyée pour on va dire, pour une évaluation psychologique. C'est à ce moment encore que le psychologue intervient. Et à ce moment, on fait une évaluation psychologique, on fait un projet de prise en charge et à la fin, on fait un compte-rendu de suivi psychologique adressé au tribunal. Ça, c'est pour une procédure. C'est vrai que ça a l'air long, mais c'est la procédure. C'est la procédure. Est-ce que cette procédure aboutit? Parce que quand elle est très longue, les violences peuvent intervenir. Ne croyez pas que ça se fait de manière chronologique. C'est souvent parallèlement que ça se fait. C'est-à-dire que pendant que le médecin finit l'étape, le psychologue peut le voir, mais peut voir la victime, mais la police est déjà sur le dossier. Le tribunal est déjà engagé, ainsi de suite, de telle sorte que finalement, ça puisse aller plus rapidement. Mais ce que je voulais dire, c'est, je vais rebondir un peu sur l'exemple du DG de ONG Pro, qui a, avec son exemple, vraiment montré, sans le vouloir, il a montré tous les signes d'alerte qui font allusion qui sont presque à un syndrome de stress post-traumatique. On a un enfant qui a été mis dans un contexte répété de traumatisme. Donc, lui, comment aider cet enfant? C'est la question que nous voulons justement, savoir. je voulais déjà d'abord comment aider cet enfant? On identifie les signes du psychotraumatique, les troubles paniques qu'elle a évoqués, les problèmes d'adaptation qu'elle a évoqués. Donc, pour la prise en charge, il est question justement de se concentrer sur ce qu'on a observé sur le plan clinique. C'est un enfant qui a été psychotraumatisé. À partir de ce moment, c'est la prise en charge de son traumatisme qui va être faite. Avec une évaluation, on a des échelles, par exemple la PCL, qui est une échelle utilisée par le psychologue clinicien pour objectiver la notion de traumatisme. Et ensuite, on fait appel pour mettre à jour la problématique du traumatisme qui a été déjà identifié. Et ensuite, on a d'autres stratégies qu'on pourrait mettre en place, c'est-à-dire une prise en charge systémique où on fait intervenir les membres de la famille pour permettre la verbalisation justement de ce qui a été fait durant la période
Ok. Herman, Oui. je voudrais compléter par rapport à ce que disait sur les procédures. Non, en fait, aujourd'hui, avec le système de protection de l'enfant, les procédures ne sont plus très lourdes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, comme il disait, il y a dans le système de protection, il y a les médecins, il y a les hommes du tribunal, il y a les policiers, il y a des travailleurs sociaux, il y a les organismes de la société civile. Donc, lorsque un enfant, par exemple, qui se présente, dès que vous êtes alerté, le mécanisme est déclenché à chaque niveau du processus. Le mécanisme est déclenché pour non seulement faire la prise en charge de l'enfant, mais également poursuivre l'auteur de l'acte commis. Voilà, Oui, en parlant d'auteur, nous voulons revenir. Si nous sommes dans le cadre, par exemple, des violences sexuelles, et que l'auteur, c'est lui-même le parent, comment est-ce que médicalement, je me tourne vers Madame Sangoy, comment est-ce que médicalement on peut prouver que cet enfant a été victime des violences sexuelles, puisque c'est une question de la parole de l'adulte quand c'est de l'enfant? Bien, merci encore de me passer la parole. Dire que la violence s'appelle la violence, d'après tout ce qui a été dit, les causes, en général, ce sont des personnes qui, déjà dans 60% des cas, qui elles-mêmes ont été violentées, qui sont donc par la suite à l'âge adulte, des auteurs même de ces violences. Avant de revenir sur votre question, pour dire dans la procédure, pour ce qui est du médical, juste que nos téléspectateurs comprennent aussi que il y a le médecin, il y a un type de, il y a une spécialité qui s'appelle la psychiatrie, parce que bon, depuis nous tournons autour des médecins, du psychologue clinicien, c'est une très bonne chose, mais que les parents, que notre auditoire entende qu'il y a aussi la psychiatrie, c'est-à-dire c'est une spécialité de la médecine qui, au-delà par exemple du médecin généraliste que je suis par exemple, ou alors du psychologue clinicien, après toutes ces prises en charge, s'il y a un besoin, il y a un besoin vraiment de thérapie. Imaginons que c'est un enfant qui a été victime d'un stress, par exemple, un stress psychologique, et nous sommes là justement dans le cadre de maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des symptômes physiques qui sont aggravés par des facteurs émotionnels liés aux violences justement chez les enfants. Donc à ce moment-là, nous faisons recours au médecin psychiatre qui, lui, a des thérapies sur le plan médical, hormis les thérapies donc, que pouvait énoncer monsieur le psychologue clinicien. Donc si c'est un état dépressif, le psychiatre va prescrire donc des médicaments, des antidépresseurs. Si c'est un état d'anxiété, le psychiatre va donc prescrire des produits pharmaceutiques de la classe des anxiolytiques. Comment reconnaître, comment concrètement savoir si c'est le parent qui est l'auteur? Parce que là nous sommes dans l'accusation, il y a un auteur et il y a une procédure qui est engagée. Comment prouver je comprends, médicalement parlant? Nous, sur le plan médical, nous allons faire notre part. Nous ferons notre part même si nous n'avons pas nécessairement l'auteur de la violence, l'auteur de l'acte sexuel. Alors notre part se résume en quoi? Nous ferons notre examen clinique si le malade ou alors la victime est amenée vers nous. C'est une petite fille, par exemple, de 5 ans qui vient comme ça à la suite d'un abus sexuel, par exemple. Oui. Et l'abus sexuel a été causé par son père. Alors, de prime abord, le plus important ici, c'est pas d'abord, sur le plan médical, c'est pas d'abord de savoir qui est l'auteur. Je dis bien sur le plan médical. Oui, nous sommes sur le plan médical. Alors, nous recevons cet enfant, nous faisons notre examen clinique. Dans l'examen clinique, il y a ce que Monsieur Bivouli donc pouvait énoncer, il y a l'amnèse, il y a l'histoire de la maladie. Tu reçois la personne, tu t'interroges sur l'histoire de la maladie. L'histoire de la maladie, si c'est une enfant qui peut parler, c'est une très bonne chose. Si elle ne peut pas parler, on se réfère aux parents. Et à ce moment, il y a des questions qui sont posées, à tout un interrogatoire qui nous amène à comprendre les circonstances de survenue même de la situation. Et nous ferons notre part. Bon, il peut se trouver que le parent ne nous dise pas la vérité, mais nous allons déjà prendre les circonstances de survenue. Voilà pourquoi la prise en charge, elle est multifactorielle. Le médecin, après avoir fait son examen clinique, les circonstances de survenue de la situation, de l'agression, tu vas relever certainement tu vas relever en fait sur le plan clinique, en fait, tu auras des signes cliniques. Il y a des signes cliniques
où nous avons par exemple eu, là c'est quand je suis passée par le service de gynéco alors que j'étais en stage, vous avez une fille qui vient donc à 5 ans comme je le disais, le parent qui amène l'enfant dit l'enfant a été violent, a été victime d'un abus sexuel d'un autre enfant de 5 ans ou alors de 10 ans. Oui. Mais quand tu vas faire ton examen clinique, tu vas te rendre compte que les lésions qui sont au niveau de l'appareil génital de l'enfant, ce ne sont pas des lésions qui sont des lésions que l'on pourrait imputer à un enfant de 5 ans, parce qu'on connaît aussi les dimensions quand même de l'appareil génital d'un enfant de 5 ans. Vous voyez que, bon, le discours commence quand même à nous orienter. On se rend compte que, bien, il y a une incohérence entre les lésions qui sont présentes là. Donc, ce sont des lésions, peut-être que c'est une enfant qui a une blessure, elle saigne au niveau de son appareil génital. Si ce n'est pas ça, ça va plus loin. Quand on fait une échographie, certainement, il y a vraiment des choses encore beaucoup plus présentes là à l'échographie. Et on comprendra tout de suite que le discours du parent n'est pas en conformité avec le discours avec ce que nous voyons sur le plan médical. Donc, vous voyez qu'à ce moment, après avoir relevé les signes cliniques faits, comme disait M. Bivilou, le certificat d'agression sexuelle, parce qu'il faut mettre en place un certificat d'agression sexuelle consigné dans un dossier, et c'est une méthode pour nous médecins protectrice. Ça nous permet en cas de procédure judiciaire, parce que tout le monde aussi n'a pas toujours recours à la procédure judiciaire. Généralement, il y en a qui s'arrêtent juste à ce niveau, examen clinique, traitement approprié, et là c'est un gynécologue spécialiste qui le fait également. Le traitement approprié, un suivi, et on peut aussi travailler de plein pied avec le psychologue clinicien pour les lésions au niveau du psychisme de l'enfant. Et par la suite, s'il y a un besoin de procédure judiciaire, alors nous ferons un certificat d'agression sexuelle. Donc, ce n'est pas d'abord de notre ressort de savoir qui a fait l'acte. Oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la preuve médicale dès qu'elle est sortie. La preuve médicale, elle est là. Et nous consignons, nous faisons notre compte rendu qui certainement relève, comme je vous disais, une incohérence entre les lésions physiques constatées et l'auteur qui aurait 5 ans, alors que c'est des lésions physiques que l'on pourrait attribuer à un auteur peut-être de 40 ou 50 ans, vous voyez. Et par la suite, la procédure s'ensuit donc au niveau judiciaire. Voici Merci beaucoup. Donc nous arrivons au bout de la chaîne. Alors, moi je voudrais quand même rebondir. Je voulais rebondir sur la question du qui a commis l'acte. Hein? Si c'est une fille de 5 ans, il faut dire qu'elle a quand même déjà, au niveau cognitif, la capacité de reconnaître. Oui. OK? Mais, comme le disait le médecin, la priorité, c'est d'abord la santé de l'enfant. Et donc, après le certificat médical, l'urgence aussi, c'est de voir tout ce qui a rapport avec les MST, hein, tout ce qui pourrait être encore beaucoup plus dangereux. Oui. À cette étape-là aussi, il y a un counseling pré-test et post-test en fait, qui doit être fait, hein, pour accompagner l'enfant et la famille. Maintenant, pour revenir sur la question du qui, nos psychologues cliniciens, on a des outils. Alors, l'outil, c'est quoi? Ce sont les tests. On a, par exemple, le dessin du bonhomme ou le dessin de famille. Ces dessins qu'on peut faire à l'enfant peuvent déjà nous donner une première orientation. C'est-à-dire pour nécessairement déjà savoir, surtout sachant que les violences sexuelles se font souvent dans le cadre familial où il y a souvent une omerta. On s'arrange à mettre le secret familial. Oui, c'est dans ce cadre que nous sommes exactement. Et donc, si justement, l'enfant sort de ce cadre, on a une confrontation. Justement, donc, à partir de ce moment, il faut laisser l'enfant exprimer tout ce qu'il y a d'ordre inconscient. Le dessin va lui permettre de casser tout ce qu'il y a comme interdit. Parce que même si on a interdit de le dire, mais le fait de dessiner, qui va la mettre dans une situation de relaxation, va lui permettre justement d'exprimer ce qui est en réalité en elle. Et c'est à partir de ce moment, par exemple, avec les analyses des dessins, on a plusieurs types, le dessin du bonhomme, le dessin de famille, mais c'est ce que ces deux dessins peuvent permettre justement déjà de commencer à orienter, hein, dans la recherche de l'auteur même de cet acte. Ok. Au bout de la chaîne, nous avons, si tout est avéré, nous tournons du côté de M. Bidiongo, pour savoir exactement, dans notre protection de l'enfant au Gabon, de tout ce que nous avons dit, quelles sont les sanctions pénales contre les acteurs des violences, si ça s'avère? Quelles sont les sanctions pénales? Est-ce que c'est juste une relaxation ou bien on constate les faits et puis on s'occupe de l'enfant psychologiquement, médicalement, ou bien est-ce qu'il y a des sanctions pénales?
Oui, bon, moi je ne suis pas juriste, je ne veux pas... Mais certainement, vous travaillez forcément ce que je peux dire, c'est que... en collaboration avec toutes ces organismes pour savoir exactement. Dans le code de l'enfant du Gabon, dans le code civil, il y a des sanctions pécuniaires et des sanctions pénales. Même des sanctions qui vont jusqu'au retrait de l'enfant de la famille. Si il est avéré que le parent met en danger la vie de l'enfant ou la sécurité de l'enfant. On peut retirer l'enfant, le confier aux structures spécialisées. Et également prévenir, pour verser dans le débat, la question sur les auteurs, les offices de police judiciaire sont très outillés pour reconnaître à travers le questionnement, l'interrogatoire qu'ils font passer à l'enfant, et à celui qui est accusé de pouvoir déterminer si c'est lui ou pas le coupable. Alors, je veux aussi quand même rebondir sur la partie concernant la protection et la partie pénale. Alors, il faut rappeler que le Gabon est signataire de la Convention des droits de l'enfant depuis février 1994. Par exemple, si je suis reconnu acteur d'une violence sexuelle sur un enfant ici au Gabon, ou bien auteur. Mais juste, j'étais en train d'en venir. Qu'est-ce que l'État gabonais a mis en place? L'UNICEF et le Gabon ont mis, et ils sont en train de mettre, un système de protection de l'enfant. Il y a un rapport qui est sorti là en 2020, depuis janvier 2020. Jusqu'à maintenant, c'est encore en conception. C'est pas en conception, le système est déjà là. Mais non, juste en train de dire que le système est déjà là, le système est déjà installé. On travaille en réseau, ok? Et on se base sur les lois pénales déjà en rapport avec l'intégrité de tout individu. C'est-à-dire que vous savez que la loi pénale gabonaise puis sévèrement déjà tout ce qui porte atteinte à l'intégrité physique de toute personne. Et c'est sur la base de cette loi-là qu'on s'appuie aussi quand il s'agit de donner des sanctions pénales en rapport avec les questions de violence sexuelle ou d'agression sexuelle. Ok, donc nous arrivons au terme de notre discussion. C'est une table ronde tellement enrichie, il y a tellement de choses à dire. Et surtout quand on a les spécialistes, on s'arrange à vouloir arracher un peu de leur savoir pour nous éclairer. Donc nous allons refaire le tour juste pour donner à chacun de nos invités le mot de fin. Donc nous allons commencer par la seule dame que nous avons sur le plateau, Madame Sangoy. Quel mot de fin pouvez-vous adresser à nos internautes, à tous ceux qui nous regardent par rapport à la protection des enfants et à leur prise en charge psychologique? Ok, merci. Comme mot de fin, au vu de tout ce qui a été dit sur les violences physiques faites sur les enfants, juste nous dire que les violences physiques, nous avons vu par exemple pour ce qui est du plan médical, des conséquences, elles sont assez lourdes. Nous sommes actuellement en période de pandémie. Nous parlons de la pandémie au coronavirus qui nous amène justement même à... les violences, elles existaient déjà, mais de plus, avec cette pandémie et les mesures qui ont été mises en place justement pour pouvoir limiter la propagation du virus, accentuent donc justement le risque de violence physique. Alors, dire que si nous pouvons éviter des violences physiques faites dans des familles, dans des milieux scolaires, je sais, ou d'autres, bon, milieu scolaire, en ce moment, nous ne sommes pas... voilà, les enfants sont à la maison, mais c'est surtout vraiment en famille. Si nous pouvons éviter, ce sera vraiment une très bonne chose pour nous, parce que les hôpitaux sont de plus en plus saturés. Il y a un problème de place parce qu'avant le coronavirus, nous avions déjà d'autres pathologies. Ça posait déjà un problème de prise en charge, certainement d'hospitalisation. Et avec le coronavirus, vous voyez, le nombre de malades a considérablement augmenté. Si de plus, nous devons encore rajouter des malades liés aux violences physiques, je pense pour ma part que ce serait vraiment nous mettre dans une situation vraiment beaucoup plus compliquée, un cercle où nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Alors, ce que nous voulons dire aux parents, que autant que cela dépend de nous, éduquons nos enfants, ayons recours aux méthodes d'éducation. Si nous avons du mal, il nous a déjà été donné ici certaines procédures, comment faire si vous avez du mal pour éduquer vos enfants. Éduquons-la, mais ne les frappons pas au point où ces blessures, ces coups vont avoir un impact sur la santé de l'enfant, demander une hospitalisation. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, par exemple, dans nos maisons, sur un enfant de 3 ans, nous l'avons vu, ça a des répercussions jusqu'à l'âge adulte. Oui. Donc, le mieux pour nous, c'est de créer un environnement qui est favorable à l'éducation de l'enfant, à l'épanouissement de l'enfant, et non un environnement hostile, assez
à ces éléments donc, que je venais donc de citer. Donc nous voulons dire non aux violences physiques avec l'UNICEF, en partenariat avec l'ONG Rien n'est perdu. Et je veux bien croire que le message est passé. Nous allons poursuivre avec des émissions comme ça de sensibilisation pour davantage donner des informations qu'il faut aux parents qui sont certainement ignorants, qui ne savent pas jusqu'où une violence physique peut aller, parce que ça ne se résume pas seulement à lever sa main sur l'enfant, ça a des conséquences beaucoup plus délétères, beaucoup plus graves. Donc disons tous non aux violences physiques et c'est possible. Si nous ne l'avons pas encore fait, nous pouvons commencer aujourd'hui. Éduquons nos enfants, ne les frappons pas, n'infligeons pas de violences physiques. C'est donc là le mot de fin que je pouvais... Merci beaucoup. Disons tous non aux violences physiques. Monsieur Bivouli. Oui, merci de me donner la parole. Merci à l'UNICEF et à l'ONG Pro-RNP et nous autres chantres de la non-violence faite contre les enfants. Ce qu'on pourrait dire, c'est déjà revenir sur même les conséquences de cette violence-là. Les conséquences nous avons tenté tous de le dire ici, ces conséquences sont dévastatrices. Elles font que finalement, ces enfants qui grandissent dans la violence deviennent des adultes presque handicapés quelque part, à partir du moment où ces violences les marquent de manière indélébile et vont rester là durant toute leur vie. Vous voyez? Et c'est là vraiment l'enjeu. L'enjeu ici, c'est de dire aux parents de se retenir, tout faire pour ne pas exprimer de la violence sur leurs enfants, parce que la violence est très nocive au développement de leurs enfants. Et revenir aussi sur le fait que les enfants aussi doivent apprendre à respecter leurs parents. Hein, il peut arriver que le parent sorte une gifle, un soufflet, ça peut arriver. Mais la violence elle-même doit être proscrite des processus d'éducation qu'on pourrait observer au Gabon. Merci. Merci beaucoup. La violence est très nocive au développement de l'enfant. Monsieur Budiongo, votre mot de fin. Merci, Monsieur Herman. Ce que je vais dire, c'est que ces émissions, ces tables rondes, ces actes que nous menons, c'est pour protéger nos enfants. Et je vais dire aux parents que les enfants sont protégés par la Convention relative aux droits des enfants des Nations Unies, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Code de l'enfant du Gabon et bien d'autres textes. N'ayez pas peur de dénoncer ceux qui exercent des violences sur mineurs. Vous avez la possibilité, vous avez le système de protection. Par exemple, l'ONG Rien n'est perdu, appelez au 062 22 52 10, 074 26 27 70. Vous aurez forcément quelqu'un en ligne qui va vous orienter vers la personne qui sait pour résoudre votre problème. Et ce que je vais dire encore pour terminer, c'est que nous sommes tous, pour la plupart, auteurs de ces violences. Parce que nous, pères, nous, mères, oncles, frères et sœurs, parce que les enfants eux-mêmes aussi sont auteurs de violences. Donc faisons en sorte que nous ne soyons pas impliqués dans ces actes de violence contre l'enfant, parce que nous détruisons les vies, nous détruisons l'avenir des autres. Non à la violence des enfants. Donc, vous venez de suivre en direct la table ronde sur la protection des enfants et la prise en charge psychologique dans cette période de confinement. Donc, nous voulons davantage vous sensibiliser, vous encourager, comme veut le dire le psychologue, aux parents de se contenir et aux enfants aussi de respecter les parents. Non à la violence sur les enfants. Nous vous remercions. Merci de nous avoir suivis.